Chapitre 7. Maresh Asrando n'en croyait pas ses oreilles. L'histoire d'Ibn tenait plus du cauchemar que du conte de fées. Son fils lui avait répété la légende de Vulnia, les explications du sorcier, mot pour mot. Il avait relaté l'attaque des Croïdes. Lorsque Maresh avait entendu parler de ces maudits et sanguinaires androïdes, il avait frémi d'effroi. « Tu connais les Croïdes, papa ?»« Oh oui, tous les Vulniens ont entendu parler des Croïdes. Ils ont tenté d'envahir le système antarien il y a 6000 ans. Ils sont au sommet de l'échelle de la barbarie. Leur faiblesse technologique était compensée par une folie destructrice sans limite. Nos ancêtres eurent la vie sauve grâce à la puissance radienne. Cette guerre dura 1000 ans, pendant lesquels la victoire fut longtemps indécise. Tu crois qu'ils sont revenus pour se venger? Seulement, cette fois, leur chef bénéficie du pouvoir d'un cristal et de l'appui probable des Ragiens eux-mêmes. Te souviens-tu, fils, de tout ce qu'il y avait sur le parchemin? Oui, je t'ai tout dit. Voici les chiffres qui étaient inscrits en bas du parchemin. Ce sont des coordonnées. Celles des cristaux? Oui, regarde. Celles-ci correspondent exactement à Syrah sur Raga, à l'endroit où se trouvait le sorcier, c'est sûr et certain. Mais comment se fait-il qu'il manque une série de chiffres? Le lieu du cristal manquant n'était peut-être pas connu au moment où furent dispersés les cristaux? Écoute, papa, je suis sûr que les chiffres manquants sont ceux du cristal vert, le plus important. Tu es toujours décidé à le retrouver? Oui, plus que jamais. Alors, il se trouve sûrement de l'autre côté de Vulnia, dans la zone inconnue. Quoi, derrière la station d'envol? Non, plus loin encore. C'est sûrement là-bas qu'il se trouve. Ibn avait posé tout son nouveau chasseur sur Galactar 3 sur le plateau de la station navette spatiale. Un sac de vivres, un radeau gonflable ultra léger, une borne réserve de flèches d'Igantium et sa fidèle arbalète armée. Il était fin prêt pour son aventure. Conscient de se risquer dans des contrées inconnues et inhospitalières, dont personne ne savait rien, il entama sa descente vers l'enfer vert et marécageux, l'attendant en bas du plateau. Il atteignit rapidement l'orée de la forêt. Il s'enfonça dans l'eau jusqu'à la taille. Il goûta l'eau, salée. Pas de risque de tomber nez à nez avec un scrone, sauf si quelques-unes de ces satanées bestioles s'aventuraient au péril de leur existence dans le liquide salé. Tant qu'il aurait pied, il avancerait dans l'eau, à pied. S'il sentait que cela s'enfonçait un peu trop, il sortirait le canot. En général, il préférait avancer dans l'eau boueuse. Tous ses sens étaient éveillés, en alerte. Ibn se mouvait depuis 4 jours dans le marécage. Jusqu'à présent, tout s'était parfaitement déroulé. Il n'avait pas croisé de scrone. Ni aucun autre animal d'ailleurs. Ce marécage était vide de vie. Était-ce dû à la proximité du cristal vert? Il n'en savait rien. Les nuits, il dormait dans un sac de couchage, allongé dans une sorte de hamac suspendu aux arbres. L'absence d'animaux le surprenait particulièrement. Tout à coup, le sol se déroba sous ses pieds. Il n'avait plus pied. Il fouilla dans son sac et sortit le canot gonflable. Il se le cala entre les jambes et tira la poignée automatique. Le canot se gonfla instantanément et Ibn se retrouva assis à l'intérieur. Il monta rapidement les éléments d'une rame et pagaya. Il avança doucement. Sur le qui-vive, il s'immobilisa. Des bulles d'air remontaient à la surface. L'odeur caractéristique du méthane emplit ses narines. Rassuré, Ibn se remit à ramer. Mal lui en prit. Son bateau fut soulevé par une immense vague, et il tomba à l'eau. Lorsqu'il émergea des eaux, ce fut pour découvrir un monstre aquatique dont la tête mesurait au bas mot 3 mètres de diamètre. La partie du cou qu'il aperçut, à 30 mètres de lui, mesurait environ 15 mètres. Le monstre rugit, dévoilant une rangée d'une centaine de dents acérées. Ibn se doutait bien que ces dents ne servaient pas d'ornement et que la bestiole avait dû se nourrir de tous les animaux du marais. Il risquait de lui servir de dessert. Le monstre avait tout d'un tyrannosaure marin. Son rugissement était assourdissant. Ibn arma l'arbalète et envoya des rayons laser. Mauvaise idée. S'il n'avait pas eu le réflexe de plonger sous l'eau, il aurait été brûlé par le souffle du monstre. Il aurait dû se méfier. Le méthane ne provenait pas de la vase, mais des entrailles du monstre. Son souffle puissant et le laser avaient créé une étincelle suffisante pour tout enflammer. Ce monstre n'était pas un dragon, mais c'était tout comme. Il régla l'arbalète sur le lancement des flèches d'Igantium.
Il nagea sous l'eau à l'aveuglette. La vase soulevée par le monstre tourbillonnait dans tous les sens et réduisait sa visibilité à néant. En une fraction de seconde, il jaillit hors de l'eau, visa et tira. Une salve de 10 flèches acérées se planta dans l'œil de la bête. Hymne replongea immédiatement et nagea dans une autre direction. Grâce au remous secouant le marais, il était convaincu d'avoir visé juste. Le monstre aveuglé chercha quand même à toucher sa proie. Une grosse lame de fond indiqua à Hymne que le monstre venait de plonger. Il percevait les mouvements ondulatoires dans l'eau. Ce monstre possédait le corps d'un serpent géant. Il mesurait au moins 50 mètres de long. La queue du monstre le frôla. Tout à coup, elle le fouetta. Il fut arraché de l'eau et projeté à plusieurs mètres en hauteur. Il retomba lourdement un peu plus loin, franchement sonné. Cette bestiole naviguait vraiment dans la catégorie au-dessus du Scrone. Le monstre réapparut. Ibn se devait de réagir, et vite. L'effroi s'empara de lui. L'œil du monstre, cet œil qu'il croyait avoir atteint de ses flèches, était intact. Pas la moindre égratignure. Bon sang, ce monstre était indescriptible. La bête poussa un long rugissement et se rua sur lui, gueule ouverte. Il ne paniqua pas pour autant. Il visa et tira calmement dans la gueule béante. Les flèches se plantèrent dans la gorge, mais le monstre poursuivit son avancée. Rien ne l'arrêtait. Non loin de là, sur une berge, une paire d'yeux l'observait. L'homme assistant à cette scène nota le courage du combattant, très à l'aise dans l'élément liquide. Il pouvait arrêter ce petit jeu-là, mais il avait envie de le laisser faire, pour voir jusqu'où il irait. Le monstre ne céderait pas. Hymne avait presque épuisé le chargeur de flèches. Pas question d'utiliser le laser sous peine de griller sous le souffle du dragon. La lame de diamant ionisé sortit presque instinctivement, comme les griffes d'un félin se sachant attaquer. Le monstre amorça une nouvelle attaque. Il fit face et planta la dague de diamant dans le flanc de la bête. Entraîné dans son sillage, s'agrippant à son poignard. D'un coup de rein, il enfourcha le monstre. Il planta la dague à plusieurs reprises dans la tête de l'animal qui poussa d'horribles hurlements. Puis il plongea pour entraîner Hymne au fond du marais, pour essayer de le noyer. Le jeune homme activa l'intensité des ions de sa dague au maximum et appuya de toutes ses forces pour l'enfoncer dans les chairs de l'animal. Il ne craignait pas de rester sous l'eau. Sa résistance exceptionnelle en apnée expliquait cette absence de peur. Une fois, un Scrone avait réussi à le maintenir immergé dans le bouillon pendant 4 minutes, et il avait tenu bon. Dehors, l'homme observait toujours la bataille. À présent, elle était sous-marine. De longues minutes s'écoulèrent. Les eaux de surface apparemment calmes masquaient une lutte pour la vie et la mort. L'homme perdit son contact. À son grand étonnement, il vit le Vulnien émerger, vainqueur du combat. Le mystérieux homme se retira et s'éclipsa. Hymne récupéra son canot un peu plus loin et se dirigea vers la terre ferme. Il était épuisé. Cette satanée monstruosité avait failli l'engloutir. Fort heureusement, il avait porté un coup fatal dans le cerveau de l'animal. Il n'en revenait pas que l'œil de la bête ait cicatrisé à une telle rapidité. Il se demanda tout de même si ça ne cachait pas des pratiques magiques. Après s'être reposé quelques instants au bord du marais, il reprit sa route. La terre s'étendait sur quelques dizaines de mètres. Au-delà, l'épaisse et luxuriante végétation empêchait d'en deviner davantage. Vu du ciel, dans une navette, il était rigoureusement impossible de déterminer s'il y avait de la terre ou des marécages. La nuit régnait dans cette forêt, même en pleine journée. Le rideau vert empêchait la lumière d'atteindre le sol. Dans la partie de Vulnia qu'Ibn connaissait, c'était la brume qui masquait cette région. Une brume épaisse, humide. Par contre, ici, la température était beaucoup plus fraîche. Pas franchement froide, mais fraîche. L'atmosphère était pesante. Il était aux aguets. Les lieux respiraient la magie. Il atteignit une clairière. Elle bordait un précipice large d'environ 6 mètres. Il le longea afin de découvrir un passage ou un endroit moins large pour sauter. Tout en marchant, Ibn se hasarda à jeter un œil au fond du précipice. Il ne put déterminer sa profondeur, car il semblait interminable. Dans la brume, il crut apercevoir une ombre. L'ombre d'un pont enjambant le vide. Il s'engagea sur le frêle édifice de bois. Curieux, un pont ici?
C'est forcément l'œuvre d'un être intelligent. Des Vulniens vivent dans cette région. Lorsqu'il se détourna, le pont ayant supporté ses pas, disparut sous ses yeux, tel un mauvais cauchemar. Il ne put croire ce qu'il voyait, ou plutôt ce qu'il ne voyait plus. C'était comme si ce pont s'était dissolu dans le néant. Pourtant, il était sûr de l'avoir franchi. Mais il avait beau chercher, plus rien. Il progressa à pas de loup, encore plus sur ses gardes. La brume se dissipa enfin. Il se trouvait dans une clairière dégagée, ensoleillée, bordée d'arbres. Le sol était couvert d'une herbe grasse comme sur Istra, la planète qu'il avait survolée à plusieurs reprises. Des fleurs multicolores couvraient le sol. Antares et l'humidité favorisaient leur croissance. Il s'engagea dans la clairière, mais à mi-chemin, une voix l'interpella. « Que fais-tu sur mon territoire ?» Un homme en armure argentée se dressait devant lui sur un cheval ailé, flottant dans l'air. Imn recula de quelques pas. Il n'avait jamais vu un tel animal. L'homme et sa monture foulèrent le sol. Le chevalier descendit et retira son épée étincelante de son fourreau. « Il me semble t'avoir posé une question, étranger, » répéta l'homme masqué. « Je cherche le cristal vert. »« Je ne connais pas ce que tu cherches, » répondit le chevalier, après avoir hésité quelques instants. « Tu es sur mon territoire, et tu vas devoir répondre de cette hardiesse devant Dieu. » Ibn ne comprit pas du tout les paroles prononcées par cet homme. Il utilisait une langue d'un autre âge, ancienne. Et qui était ce Dieu dont parlait cet inconnu? Le ton indiquait la menace. Ses intentions n'étaient pas vraiment très amicales. Le chevalier avait dégainé sa lourde épée, s'était saisi de son bouclier. Ses armes étaient fabriquées en métal et archaïques. Comment cette partie de Vulnia vivait-elle dans l'ignorance de ce qui se passait dans le système d'Antares? Comment pouvait-il vivre sans la moindre technologie? Imn activa son bouclier magnétique du poignet gauche, libérant ainsi une protection d'un disque magnétique d'environ 60 cm de diamètre. Arbalète armée, il tira une salve de laser. Les traits de lumière traversèrent le corps du chevalier. Un fantôme, une simple illusion, un vieux truc pour détourner l'attention du danger venant d'ailleurs. Il scruta les alentours. Rien. Le chevalier abattit sa lourde épée sur le corps d'Imn. Ce dernier interposa son bouclier magnétique pour ne pas recevoir un coup mortel. Le choc fut très violent. Le chevalier possédait une force hors du commun. Le jeune homme en perdit son vulnien. Pour un fantôme, ce chevalier était terriblement vivant. La lame de diamant ionisée jaillit de son logement, longueur maximale. Elle entailla sévèrement le bouclier du combattant, désarçonné, et balancé à plusieurs mètres. Imn en avait vu d'autres dans ses combats contre les Scrones. Le chevalier ne s'attendait pas à une telle réplique, ni à une telle arme. Il chargea à nouveau. Ibn se releva et campa sur ses positions. Le chevalier lui passa à travers le corps, alors qu'Ibn s'apprêtait à porter un coup fatal en se lançant en avant. Le fait de ne rencontrer aucune résistance le déséquilibra complètement. Il trébucha. Le chevalier possédait le pouvoir de se transformer en fantôme et de se matérialiser à volonté. Alors, le Vulnien se servit de son épée de diamant pour éviter un coup à la tête. Le problème, se dit Imn, c'est qu'il va sans cesse se dématérialiser pour me déstabiliser et prendre l'avantage. Il faut que je trouve le moyen de le mettre à découvert quelques instants. Il se dressa et se lança avec la hargne, la détermination d'en finir une fois pour toutes. Épée brandie en avant. Bien entendu, comme prévu, il passa à travers le corps du chevalier, qui avait déjà entamé une rotation pour porter un coup fatal dans le dos d'Imn. Celui-ci, sans se retourner, bascula son arbalète derrière lui, par-dessus son épaule, et lâcha une salve de flèches en igantium au jugé à l'instinct. Les tintements du métal contre le métal lui indiquèrent que la cible était atteinte. Il le constata de visu en se retournant. De nombreux dards s'étaient plantés un peu partout dans l'armure du chevalier. Ce dernier poussa un bref cri, le sang coula le long de son étincelante protection argentée. Au lieu de prendre fin, le combat tourna au cauchemar. Les flèches, peut-être une dizaine, tombèrent toutes en même temps au sol. L'adversaire s'était dématérialisé pour se débarrasser des pointes de métal. Il saignait, mais il était toujours debout. Imn recula, trébucha volontairement. Le chevalier en profita en poussant un cri de guerre. Son épée de métal
se brisa net sur le bouclier magnétique et la dague de diamant ionisé trancha d'un coup sec dans le côté de l'armure. Hymne repoussa son adversaire sur le côté. Il ne bougeait plus. Il souleva le aume du chevalier et il découvrit un visage connu, celui de son père. « Non !» hurla-t-il. « Pas toi ! Pas toi !» Le visage de son père était impassible, livide. La mort avait ravi son âme. Hymne se redressa. Le chevalier était son père, le gardien de ce territoire perdu, gardien du cristal vert, son père. Non, impossible. Il se relevait. Le chevalier était à nouveau debout. Son père le fixait avec haine, brandissant son épée pour reprendre le combat. Le sang avait envahi toute l'armure argentée. Mais comment trouvait-il la force d'agir ? Mais son père ne pouvait pas être ici. Il n'avait pas cette force, il vivait à des milliers de kilomètres d'ici. Il attendait son retour. Il ne pouvait être présent. Ce chevalier n'était qu'une illusion. Il était le produit de la magie. Il se dissolvait au fur et à mesure que les secondes s'évanouissaient. Plus Hymne y pensait, plus le chevalier se vaporisait. Il ne croyait pas à cette réalité, et elle disparaissait sous la force de sa volonté. Le paysage devint tourmenté, la clairière s'évanouit dans l'oubli. La brume réapparut avec la pénombre et l'épaisse forêt. Hymne rengaina son arbalète. Il la désarma malgré la certitude d'être observé. Il était convaincu que les lieux étaient sous l'influence de la magie, que des sorciers lui tendaient des pièges pour le tuer, ou pour le rendre fou. Un signe évident, la bonne piste, celle du cristal vert. Ceux qui se donnaient tout ce mal ne le faisaient sûrement pas pour rien. Il poursuivit sa route, imperturbable. La nuit, la vraie, s'infiltrait enfin avec son cortège de peurs, des plus enfantines aux plus coriaces. Les formes, les ombres les plus inquiétantes se dessinaient. Hymne était à bout de force. Il doutait de parvenir un jour au terme de son voyage et de sa quête désespérée. Après tout, Garandor avait peut-être déjà mis la main sur tous les cristaux, y compris le cristal vert. Et à présent il s'amusait avec lui. Toute la magie dont il avait été témoin pouvait être l'œuvre du cristal mauve, celui détenteur des forces de la magie. Il s'arrêta et déballa son hamac, le tendit entre deux arbres. Après s'être rapidement restauré, il s'installa dans la toile épaisse. À peine endormi, il perçut un cri, un appel à l'aide. Il bondit hors du hamac. Cela venait de cette direction. Il démarra en trombe, se guidant grâce au cri, ceux d'une femme. Au détour d'un enchevêtrement de végétation, il la découvrit, prise dans les lianes, piégée par des plantes carnivores en train de l'enserrer. L'une des plantes se penchait sur le visage de la jeune femme brusquement évanouie. Hymne fit feu. La plus menaçante des plantes carnivores fut sectionnée. Sa tête roula au sol. Les plantes resserrèrent leur étreinte mortelle. Hymne se précipita. La lame de diamant était sérieusement mise à contribution depuis son acquisition. Les plantes délaissèrent leur proie et la laissèrent choir dans l'herbe. Elles s'en prirent au sauveur, lui ligotèrent les pieds et le tirèrent pour le désarçonner. Il trébucha, perdit pied et se retrouva bientôt suspendu dans le vide. La tête d'une énorme mangeuse voulut le gober comme une vulgaire mouche. L'arbalète lâcha ses flèches gigantium, hachant littéralement la dévoreuse de chair humaine. Des lianes lui broyèrent le poignet. Son arbalète lui échappa des mains. Seul, désarmé face à ces monstres de végétal, son destin risquait de tourner court. Une autre tête eut la tentation de le dévorer. Il fixa l'énorme bouche béante. Il la fixa avec intensité, ses yeux verts écarquillés luisant dans la nuit noire de la forêt. Et la plante arrêta son geste. Quelque chose était en train de se passer. Il ne saurait dire quoi. La communication s'établissait avec ces plantes. Il les fascinait, il les hypnotisait. En fait, il était en totale symbiose, en communion avec ce qui l'entourait. Il mit à jour la magie manipulatrice, un être usé de sortilèges pour manœuvrer ces plantes carnivores. Et il l'avait découvert. Il ignorait son identité pour l'instant, mais cet être utilisait des forces de la magie pour le tuer. Les plantes le relâchèrent. Il reprit son arme et les visa. Il s'apprêtait à tirer, mais les plantes n'esquissaient plus le moindre mouvement belliqueux. Seul le vent dans les feuilles perturbait le silence. Les plantes avaient abandonné la bataille, faute de manipulateurs.
Bizarre. Comment avait-il persuadé les végétaux de le relâcher? Il n'en avait aucune idée, mais il avait seulement senti l'espace de quelques instants que quelqu'un les manipulait, que l'enchantement avait cessé soudainement, comme si son intervention avait rompu le charme dressant les plantes contre sa personne. La jeune femme revenait doucement à elle sous les injonctions d'Hymne, qui la tenait dans ses bras. Elle était très jeune, elle avait de longs cheveux très blonds, presque blancs. Elle ouvrit ses paupières et dévoila des yeux d'un bleu profond, bordés de cils longs. Ses traits d'une extrême finesse, sa peau de pêche très douce, offrirent à Hymne une délicieuse sensation d'ivresse. C'est agréable de la tenir près de soi, pensa-t-il. Elle lui sourit avec tendresse. Comment vous remercier, dit-elle d'une voix suave. Hymne se laissa bercer par la douceur des sons, emporté par les flots de mots plus tendres les uns que les autres. Comme dans un rêve, elle posa ses mains derrière le cou d'Hymne. Il frissonna d'émoi. Elle l'enlaça avec son corps aux formes tendres et rondes, presque rassurantes. Ses seins se gonflèrent, ses jambes se firent un doux cocon protecteur. Partout il sentit la chaleur bienveillante de cette femme. Leurs lèvres se joignirent. Elle devint de plus en plus entreprenante avec lui. Elle saisit ses mains et les serra très fort. Son visage angélique, son corps à demi dénudé, bouillant d'envie et d'amour, tout cela le grisa complètement. Hymne sentait de légers picotements dans les mains. Cette sensation douce ressemblait de plus en plus à une sensation de pénétration. Il se prit à rêver qu'il venait de la pénétrer et qu'il lui faisait l'amour. Mais la pénétration était douloureuse, pareille à une piqûre. Il ouvrit les yeux. Le visage enchanteur de la jeune femme lui apparut. Il retourna sa main. Horreur! Le bras de la jeune femme se terminait par un paquet de vers de terre. Ces vers de terre pénétraient ses mains. Ils essayaient de le dévorer. Il tenta de dégager sa main, mais la pression de la jeune femme augmenta. Elle sourit, et des vers de terre sortirent de sa bouche, de son nez. Les yeux magnifiques, bleus, se muèrent en un immonde grouillement bestial. Elle se désagrégea dans un long et satanique ricanement. Elle vomit des vers sur le visage d'Hymne. Ces répugnantes bestioles le couvraient et lui infligeaient de sévères morsures. Il se débattit de toutes ses forces, ça grouillait de partout. La jeune femme au visage d'ange faisait maintenant place à un mort-vivant squelettique, agité d'une frénésie de mort. À tâtons, Hymne chercha sa dague et lui réserva un traitement de faveur au reste du corps de la jeune femme. Mais rien n'y fit. Ce monstre s'acharnait sur lui. Il ferma les yeux, se concentra, et ne pensa plus à la douleur. Alors il plaça l'arbalète contre son propre corps. Il poussa le curseur ionisation à fond. Il appliqua le plat de la lame de diamant contre sa peau. Immédiatement secoué par une vague électrique puissante, destructrice, il résista en hurlant. Les vers partirent en fumée, grillés. Le mort-vivant aussi, comme si cela n'avait été qu'une vaste mise en scène, une triste mascarade. Plus que jamais, il fut persuadé qu'un maître de magie tentait de l'ensorceler. D'abord, ce fut le monstre marin, pour éprouver sa force, sa résistance. Ensuite, le chevalier, pour connaître sa capacité de réaction, de réflexion, d'agilité. Maintenant, les plantes carnivores, pour tester d'autres capacités, psychiques celles-ci. Et le mort-vivant, pour tester sa capacité de contrôle face à la peur, la répulsion. Cette mystérieuse personne le testait afin de connaître ses limites. Elle cherchait un défaut dans la cuirasse. Et, lorsqu'il l'aurait trouvé, il l'exploiterait pour se débarrasser de lui. Mais cela ne l'empêcherait pas de poursuivre sa quête. S'il s'agissait de Garandor, il avait la ferme intention de lui montrer que la magie ne lui inspirait aucune crainte et ne le ferait pas reculer. Au contraire, trop excité pour aller dormir, trop excité à l'idée d'être proche de son but, il plia son hamac, le fourra dans son sac à dos, décidé à mener son expédition jusqu'au terme. À peine avait-il esquissé quelques pas qu'il tomba nez à nez avec un monstre préhistorique, une sorte de brontosaure gigantesque, planté devant lui, mais ayant un air beaucoup moins sympathique que l'animal terrien disparu depuis des millions d'années. Il n'avait jamais vu un tel animal. Derrière l'animal, plus de forêt, mais une immense plaine, au fond de laquelle se dressait un volcan crachant feu, cendres, lave en fusion dans un grondement terrible. Hymne marchait dans les herbes hautes. Le monstre préhistorique se déplaçait, et la terre tremblait à chacun de ses pas. Il leva une patte griffue et lacéra Hymne.
mais ce dernier ignora le coup. La gigantesque patte de l'animal écrasa le jeune homme sans effet de destruction. La réalité reprit le dessus. Tout le paysage fondit, coula comme l'eau dégoulinant sur le tableau inachevé d'un peintre. Le monstre et le volcan s'effacèrent. Une nouvelle illusion de magicien. La forêt reprit ses droits de cité. Im ne se préoccupait que de l'inextricable dédale de végétaux. L'indifférence était l'arme absolue contre la part d'illusion contenue dans la magie. Le sol se déroba sous ses pieds. La terre s'écarta, découvrant un abîme profond et noir. Il tomba. Sa chute vertigineuse s'arrêta brusquement en heurtant une masse visqueuse, gélatineuse. Il s'embourba dans cette matière, aspiré sans parvenir à se raccrocher à quoi que ce soit. Mais quelle importance! Il se laissa avaler par la matière gluante. Il se dit que tout ceci n'était qu'illusion, et se persuada de réussir à marcher dans cette matière visqueuse. Ses jambes se mirent en mouvement. Immanquablement, tout partit en jus de peinture. Le créateur d'illusions se donnait beaucoup de mal pour rien. Il entendit des chuchotements. Encore une illusion. Non, cette fois-ci, il avait beau continuer son chemin, il entendait toujours ces bruits. Il tenta de repérer leur provenance. Ils venaient de derrière ce gros arbre. Il le contourna et aperçut l'entrée d'une grotte, assez bien dissimulée par la végétation, à quelques dizaines de mètres. Une forme humaine s'y glissa. Il emboîta son pas. Sur son côté, un éclat particulier attira son attention. Des reflets verts, cachés derrière la végétation. L'espace d'un instant, il fantasma sur la découverte de la cachette du cristal vert. Encore une illusion? Non. Une partie de lui-même disposait de la capacité à discerner la réalité. Il souleva les feuillages. Il découvrit un vaisseau spatial de taille moyenne, à peu de choses près de la même catégorie que son Galactar 3. Le vaisseau traînait probablement depuis des lustres, car la végétation l'avait complètement envahi. Le vaisseau était de couleur grise, les vitres de couleur verte. L'une de ces vitres avait reflété des éclats. L'appareil, issu d'une technologie assez ancienne, était si délabré qu'il était complètement inutilisable. Im laissa la vieille carcasse à son triste sort, et repartit en direction de la grotte. Celle-ci était bien réelle, pas de doute. À l'intérieur, une forte humidité régnait. Cette grotte menait peut-être à une rivière souterraine, après tout. Im progressa dans l'obscurité, à peine rompue par le faisceau électrique d'une lampe de poche. Ses sens étaient en éveil. Et justement, une bonne odeur de fumée, une odeur de viande grillée titillait son odorat. Il distingua une lueur au fond de la grotte. « Approche, étranger. Viens partager mon repas, lui lança une voix venue des profondeurs de la roche. Le jeune homme s'avança. La grotte était éclairée par un feu de bois. Au-dessus du foyer, un animal embroché rôtissait en suintant de jus et en exhalant un délicieux fumé. Un vieillard voûté, sans âge, se réchauffait les mains en se les frottant auprès des flammes. « Comment t'appelles-tu, jeune homme ?»« Imn Asrando. »« Eh bien, Imn, assieds-toi près du feu et prends un morceau de dunok. »« Du dunok? Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Oh, de la bonne nourriture, très fine. Tu ne connais pas ? » ?»« Non, je viens de l'autre côté de Vulnia. »« Et vous n'avez pas de gunok là-bas ? » ?»« Non, pas de gunok. »« C'est un animal qui vit sur Terre ? » ?»« Ah oui, il vit souvent sous terre même. Il y creuse son abri. On appelle cela un terrier. »« Alors c'est normal que je ne connaisse pas le gunok. Dans ma région, il y a des centaines de kilomètres de marécages. Pas de terre ferme. Tous les Vulniens habitant par là-bas croyaient qu'il n'y avait pas de terre ferme. Très peu. La seule que nous connaissons, c'est celle où était installée la station d'envol des navettes spatiales. Ah, t'as sûrement raison, jeune homme. Ce territoire est très petit, seulement quelques dizaines de kilomètres de terre. Il est entièrement cerné par les marécages, de part et d'autre. Vous vivez seul ici ? Oui, seul. Depuis longtemps ? Je ne sais pas, environ 20 années, peut-être plus. Tu es le premier étranger que je vois ici, depuis que je suis là. Que viens-tu faire dans cette région ? Tu es le premier à oser venir jusqu'ici. Pas le premier, puisque vous êtes parvenu avant moi. Oh non, non, tu te trompes. Moi, j'ai échoué ici il y a 20 ans. Par le hasard le plus total. Vous voulez dire que vous veniez de l'espace ? De quelle planète ? Raga, Isra ou Jira ?
Tous ces noms me sont inconnus, mon petit gars. Parles-tu des planètes de ce système que l'on peut apercevoir dans le ciel la nuit? Oui, bien sûr. Ah non, non, je venais d'une autre planète, dont j'ignore le nom. Avec le vaisseau que j'ai vu à l'extérieur de la grotte? C'est cela, oui, il est hors d'usage. Une grave avarie m'a obligé à atterrir ici, ou plutôt à m'écraser ici. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire dans cette contrée si lointaine? Eh bien, j'explore cette région pour trouver un cristal vert. Un cristal vert? Un cristal vert. Vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu ce cristal. Et quelle importance a-t-il? Eh bien, ce cristal serait l'un des 6 cristaux du pouvoir. Un cristal se trouve sur chaque planète. Une légende raconte que celui qui possédera tous les cristaux possédera une armure invincible avec d'immenses pouvoirs. Et tu crois à ces balivernes? Je crois ce que je vois, vieillard. Garandor, un croïde, s'est emparé du premier cristal, celui de la magie, et j'ai bien peur qu'il soit sur Vulnia pour venir ici. J'ai dû affronter des sorts, de la sorcellerie. Je suis presque sûr que c'est son œuvre. Il recherche tous les cristaux, et celui de Vulnia, d'après la légende, serait le plus difficile à trouver. Et j'ai voulu le devancer pour l'empêcher de s'emparer de ce cristal, parce que si c'est celui qui permet de dominer la puissance de tous les autres, si je le trouve avant lui, il pourra pas détenir le pouvoir de déchaîner le chaos dans le système. Je pourrais l'en empêcher. Garandor, tu as dit qu'il s'appelait? C'est un croïde, dis-tu? Oui, un croïde. Un croïde. Vous le connaissez? Oh, j'ai jadis été confronté aux croïdes. Ils m'ont pourchassé avec cruauté et... Approche un peu. Qu'y a-t-il? Oh, tu sais, je ne vois plus très bien. Dis-moi un peu de quelle couleur sont tes yeux. Ils sont verts? Fluorescents? Oui, je suis le seul vulnien à avoir les yeux ainsi. Possèdes-tu une tache verte sur le bras? Oui. Comment savez-vous ça? Oh mon Dieu. Je rêve, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Mon fils. Tu es mon fils. Votre fils? Mais vous vous trompez. Mon père s'appelle Maresh Asrando, il vit de l'autre côté de Vulnia avec moi. Non, c'est ton père adoptif. Je ne vous crois pas, vous mentez. Je ne dis que la vérité. Lorsque je me suis échappé de cette planète inconnue, poursuivi par les croïdes, je suis arrivé sur cette planète. J'ai éjecté un module de survie dans lequel se trouvait un enfant aux yeux verts fluorescents et avec une tache verte sur le bras droit, à 10 centimètres de l'épaule. Ensuite les croïdes ont atteint mon vaisseau avant que je ne puisse m'échapper. Ils ont touché les moteurs et l'appareil est tombé comme une pierre. J'ai lutté de toutes mes forces pour redresser l'appareil, mais et ne pas me tuer en m'écrasant au sol. Le choc a été d'une violence extrême. J'ai dû perdre connaissance plusieurs jours, et ensuite j'ai vécu plus de 20 années dans cette grotte. Je n'avais plus la force de partir et petit à petit j'ai commencé à vieillir, de plus en plus. Vous étiez jeune en venant sur Vulnia? J'avais ton aspect. Mais ce n'est pas possible. Vous n'avez pas pu vieillir si vite en 20 années. Est-ce que je fais vieillir aussi vite? Non, enfin, je ne pense pas. Tu sais, j'ai quand même vécu environ 20 000 ans avant. Quoi? 20 000 ans? Mais c'est une plaisanterie. Oh non, c'est une longue histoire. Je vais te la conter si tu veux. Bien sûr! Crois-tu d'abord que je sois ton père? Je ne sais pas. Il y a trop de coïncidences pour que ce que vous m'avez dit soit le fruit du hasard. Le vieillard raconta tout depuis le commencement. Les années vécues sur une lointaine et défunte planète, la Terre. Sa folle aventure, son calvaire dans l'espace, sa rencontre avec Dania, la merveilleuse Dania, et le fruit de leur amour qui naquit. Puis le drame à nouveau. Hymne ne perdait pas une miette de ce récit. Après tout ce qu'il avait vécu, la destinée de ce vieillard, liée à la sienne, lui semblait presque logique. Hymne posait beaucoup de questions sur la mer qu'il n'avait pas connue. Il comprenait, en connaissant les origines de celle-ci, pourquoi il évoluait si bien dans les marécages, dans l'eau. La couleur de ses yeux, sa tache verte. Hymne expliqua ensuite plus en détail au vieillard la raison de ses venues. Il était venu chercher un pouvoir pour faire échec à Garandor. Voilà, père, voilà pourquoi je cherche le cristal vert. Avec lui je posséderai un pouvoir, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le trouver. J'ai dû subir de terribles épreuves de magie pour venir ici, mais le pire m'attend encore, sûrement.
Oh, effectivement, le pire t'attend. Un long et difficile apprentissage. Mais tu as déjà passé brillamment les premières épreuves. Tu es parvenu jusqu'ici en te sortant de nombreux mauvais pas. Père, comment est-ce que vous savez ça, si ce n'est... Oh, oui, je le sais, car ces pièges, ces épreuves, c'est moi qui te les ai lancés. Comment ça? Vous voulez dire que cette magie était la vôtre? Oui. Mais pourquoi? Pour être certain que seul mon fils pourrait triompher de ces épreuves. J'en étais sûr dès l'instant où tu as communiqué avec les plantes, comme le faisait ta mère. Ainsi j'aurais un pouvoir. Tu possèdes mes pouvoirs, je le sais. Tu es le fils du tigre. Mais je n'ai peut-être pas besoin du cristal vert alors? Oh si, tu en auras grandement besoin dans tes épreuves, surtout l'épreuve finale où tu affronteras Garandor. Mais où est-ce que je vais trouver ce cristal? Mais tu l'as déjà trouvé, fils. Quoi? Le cristal vert, c'est toi. Tu es la sagesse incarnée, la force, un immense potentiel. Le cristal vert est marqué en toi. Le cristal vert est inscrit sur ton bras. Sur mon bras? Ibn observa la tache verte. Il n'avait jamais remarqué que celle-ci avait la forme d'un cristal taillé. Le cristal vert était le plus difficile à trouver, parce qu'il était différent, parce qu'il était humain. Mais alors ça signifie que Garandor ne peut pas réunir tous les cristaux. Il ne pourra jamais compléter son armure. Sauf s'il te tue, mon fils. Ibn n'avait pas pensé à cette éventualité. Il frissonna à l'idée que Garandor ait déjà réuni les 5 premiers cristaux, l'armure presque au complet, une formidable concentration de force du mal, le cauchemar total. Que pourrait-il faire avec son arbalète, son bouclier magnétique, ses armes dérisoires face à Garandor? Que vais-je faire, père? Eh bien, tu vas commencer ton initiation à la magie. Tu vas apprendre à te servir de tes pouvoirs. Chapitre 8. Hymne et le tigre n'avaient pas perdu un seul instant pour entamer leur apprentissage. Malgré les années en plus, le tigre avait acquis de l'expérience, de la force, une très grande maîtrise de ses pouvoirs. Il avait compris qu'il pouvait laisser libre cours à son imaginaire et que ses pouvoirs psychiques feraient le reste. Il devait transmettre ce savoir à son fils, pour faire naître en lui la force capable de s'opposer à celle de Garandor. Le temps pressait, le chef des Croïdes avait peut-être déjà les 5 cristaux en main, et Hymne devrait être fort pour ne pas lâcher le 6e. Hymne était assis en tailleur, près du feu. Il partageait le repas du tigre, une cuisse de gunoc grillée. Le silence régnait entre les deux hommes, un silence nécessaire. Hymne avait entendu et vu tellement de choses nouvelles et incroyables ces jours-ci, qu'il lui fallait digérer toutes ses émotions. Le tigre fut le premier à rompre le silence. Ne sens-tu pas une présence? Dans la grotte? Oui. Quelqu'un nous observe. Hymne alerta tous ses sens. Il tendit l'oreille, scruta dans l'ombre de la grotte. Mais il ne vit ni n'entendit rien. Il vida son esprit pour mieux se laisser pénétrer par l'environnement, chaque parcelle de ces lieux. Il s'aperçut alors que son champ d'investigation était plus vaste que celui de ses organes sensoriels. Il embrassa toute la grotte d'un seul regard. Il ressentit tout ce qui s'y passait. Le tigre l'observa avec attention. Cela l'encouragea à penser que son fils était sur la bonne voie. Il était capable de libérer son esprit, la première pierre à l'édifice. Il devait être capable d'exploiter cet état et permettre à son esprit de réaliser des exploits qui lui semblaient, jusqu'à aujourd'hui, impossibles à réaliser. Il devait le mettre à l'épreuve, sans cesse, dès maintenant. Hymne détecta la présence dont avait parlé le tigre. Elle se terrait quelque part dans la grotte. Elle approchait. Elle était menaçante et humaine. Je sens cette présence, père. Elle est humaine, ce n'est pas un animal. Peux-tu la situer? Elle est toute proche de nous, elle est... là. Dans l'obscurité, elle perça. Hymne se saisit de son arme. La dague jaillit. Il était prêt au combat. Il avait reconnu la jeune femme au visage d'ange qui, tout à l'heure, s'était transformée en mort vivant, infesté de vers de terre. Et puis, il s'adressa à son père, ayant flairé la supercherie. Tu as deviné, Hymne? Oui, c'est une créature née de votre imaginaire. C'est cela. Elle vient de mon imaginaire, mais elle est terriblement réelle. Tu peux la toucher. Seulement son existence ne tient qu'à mon pouvoir psychique.
j'ai la possibilité d'agir sur les molécules, et tant que dure mon emprise sur elles, elles restent telles que je les ai voulues. Dès lors que quelque chose ou que quelqu'un détruit cet équilibre, ces créatures, ces objets nés mon imaginaire disparaissent. Alors, lorsque je marchais sur le pont, au-dessus du précipice, il était réel? Réel, mais fabriqué par mon imaginaire, avec les molécules environnantes, celles des arbres qui étaient proches de cet endroit. Si je comprends tout, il n'y a pas une once de magie là-dessous. Aucune magie. Seule la force de l'esprit sur la matière. Mais comment ai-je pu briser ces images de votre esprit? Parce que tu possèdes toi aussi cette force de l'esprit. Tu croyais combattre la magie, mais c'est mon esprit que tu combattais. Contre Garandor, tu te battras vraiment contre de la magie. C'est différent? Non, car les sorts qu'il tentera de te jeter n'affecteront que ton corps et ne pourront rien contre lui. Si tu élèves des remparts psychiques protecteurs. Des remparts psychiques? Oui, une barrière née de ton esprit te protégeant des attaques magiques, psychiques, ou même physiques. Mais quel est le secret pour vaincre? Le secret, c'est de découvrir la faille de l'adversaire et d'en tirer profit. Quelle est celle de Garandor? Ah, ça, je l'ignore, mon fils. Tu devras la découvrir par tes propres moyens. Mais comment? Il faudra pénétrer son esprit, lire dans ses pensées. C'est facile avec un humain ne possédant pas ou peu de pouvoir. Mais ce sera une tâche presque impossible avec Garandor. Presque impossible? Presque seulement, car il lui manquera fatalement un cristal. Le cristal vert. Toi. Il y aura donc une chance de le vaincre. Mais après mon initiation, je serai capable de créer des illusions parfaites, palpables? Tu devras savoir le faire, parce que sinon tu mourras dès les premiers instants de ton combat contre Garandor. Hymne saisit l'enjeu de cette initiation. Ce n'était pas seulement une question de vie, ou de mort. S'il se montrait à la hauteur, il aurait simplement une chance, une infime chance de gagner. Même s'il n'échouait pas dans son apprentissage, il ne serait pas encore au bout du tunnel. D'un geste, le tigre fit disparaître la créature née de son esprit, comme pour mieux prouver à Hymne sa totale maîtrise de son pouvoir. C'était à cette maîtrise qu'il lui fallait désormais consacrer son précieux temps. 2 jours avaient passé. Hymne avait progressé de façon fulgurante, bien au-delà des espérances du tigre. Le vieillard lui avait enseigné l'art de la télépathie, ou comment lire les pensées d'un autre. C'était le premier enseignement, le plus simple. Hymne avait réussi à la première tentative, mais au prix d'une longue et douloureuse concentration. La sueur perlait sur son front, comme s'il s'était exposé à la chaleur torride d'Antares. Cela lui avait semblé être un effort terrible, mais il s'était prouvé que cela n'était pas quelque chose irréalisable. La seconde tentative s'était beaucoup mieux passée, et les suivantes furent de plus en plus rapides, nettes et efficaces. Il lisait maintenant dans l'esprit de son père, comme dans les pages d'un livre. Dès le second jour, son père avait volontairement élevé une barrière psychique pour forger la force du pouvoir télépathique d'Hymne. Celui-ci, au contact de la résistance et de l'adversité, prenait de plus en plus d'assurance et de puissance. Le deuxième soir venu, Hymne ne s'était pas endormi aussitôt. Le premier soir, il s'était effondré de fatigue. Mais ce soir-là, il avait pris l'initiative de tenter une expérience que ne lui avait pas suggérée son père. Il était entré en contact télépathique avec les plantes, la végétation environnante. Le tigre lui avait pourtant expliqué qu'il ne pourrait lire que des pensées humaines. C'était probablement oublié trop vite qu'Hymne avait des origines cariennes, et que par conséquent, il pouvait communiquer avec elles. Il avait été surpris de réussir son expérience, mais aussi étonné de la réponse des plantes. Elles s'excusaient pour l'agression qu'elles avaient commise à son encontre contre leur gré. Elles lui exprimaient toute leur sincère amitié. Papa, avait-il appelé, en tentant de communiquer avec Maréchal Rando. Le vieux pêcheur s'était redressé dans son lit à quelques milliers de kilomètres de là. Qui est là? Demanda-t-il à voix haute. Il alluma la lumière, mais ne vit personne. C'est toi, Hymne? Où es-tu? Je ne te vois pas. Je suis là, près de toi, en pensée. En pensée? Imagina Marèche. Oui, ne cherche pas à parler. Je communique avec toi par la pensée. Mais c'est fou ça. Où es-tu? As-tu trouvé le cristal vert? Oui, papa. Le cristal vert.
C'est moi. Oh bon sang, j'aurais dû me douter qu'il se passerait quelque chose de bizarre un jour. J'ai trouvé un homme qui dit être mon père, papa. Dit-il la vérité? Oui, Hymne, il dit la vérité. Je t'ai toujours laissé croire que j'étais ton père, mais je t'ai trouvé dans un module de sauvetage, dans le marécage, alors que tu n'avais pas encore 6 mois. Et ma mère n'était donc pas ma mère? Elle n'est pas morte en couche? Non, je n'ai jamais eu de femme, Hymne. Je t'ai inventé une mère parce que tu en ressentais le manque. J'étais un père bien insuffisant pour m'occuper de toi. Ne dis pas ça. Tu es mon père de cœur, car c'est toi qui t'es occupé de moi. Que veut faire ton vrai père? Il m'apprend à me servir des pouvoirs que j'ai en moi. Ceux du cristal vert? Oui, des pouvoirs que j'ai hérités de lui, qui me serviront à combattre Garandor. Je te souhaite beaucoup de courage, mon fils. Pardonne-moi pour tous ces mystères que j'ai gardés toutes ces années. Tu as fait au mieux, papa. À bientôt, je l'espère. La conversation télépathique s'était terminée sur ces mots. Une conversation aussi facilement engagée qu'au communicateur spatial. Puis le sommeil l'avait rapidement gagné. Ce matin, le tigre était sorti de la grotte, et il me l'avait suivi. Le vieillard était allé ramasser divers morceaux de bois, des objets, des petits rochers, et les avait posés sur le sol, soigneusement rangés. Im n'avait pas osé interrompre le curieux manège de l'homme, mais il s'était douté de la nature de l'expérience qui allait suivre. Bien, installe-toi là, sur le bord de cette roche. Oui, voilà. Aujourd'hui, je veux que tu essayes de la télékinésie, l'art de soulever et de déplacer des objets par la seule force de ta pensée. Tu maîtrises bien la technique de la télépathie, j'en ai eu la preuve hier soir. Mais quand tu entreras en contact avec ton père adoptif à l'avenir, verrouille ton canal psychique. Vous avez su que j'étais en contact télépathique? Ah oui. Lire tes pensées demeure possible. De jour en jour, tu vas t'améliorer. Tu vas prendre conscience de tes immenses pouvoirs. Est-ce que je risque de basculer dans la folie? C'est un risque, en effet, le risque d'abuser des pouvoirs. Entre l'utilisation et l'abus, la frontière est ténue. Hymne ressentit tout le poids de cette révélation. Aux instants où il avait utilisé ses pouvoirs, il avait senti une immense vague déferler en lui. Un terreau d'émotions, un tourbillon chercha à l'entraîner. Il savait combien cette mise en garde était importante. Et ce qui était important, ce n'était pas de connaître les limites de ses pouvoirs, mais c'était de savoir s'arrêter à temps. Il observa le premier objet. Sans que le tigre ne lui ait dit de quoi que ce soit, il se concentra. Il imagina la force en lui comme une main capable de prendre cette branche en bois. Elle s'arracha du sol et vola en l'air. Il la manipula à sa guise, la faisant tournoyer. Il l'enflamma et elle brûla comme une torche. Il la reposa et la laissa se consumer. Pyrokinésie, lâcha le tigre. C'est l'art d'enflammer les objets à distance. Je vois que tu es doué. Passons donc à ce gros rocher. Im ne doutait pas de ses possibilités. Il repoussait peu à peu l'étendue de ses pouvoirs. Il n'avait pas besoin des services d'un professeur. Apprendre n'existait plus. Il suffisait qu'on lui montre, qu'on lui dise ce qu'il pouvait faire, et il le ferait. Le rocher décolla sans la moindre peine. Le tigre parut assez surpris de la rapidité d'Hymne. Il me dépassera, sans aucun doute, pensa-t-il en secret. Il est beaucoup plus fort que moi. Plus jeune, aussi, mais déjà sage. Tu vas être surpris, père, bien plus que maintenant. Dans le feuillage touffu de lianes et de plantes vertes, une forme s'agita, trembla. L'ancien vaisseau spatial du tigre, moteur coupé, se libéra de sa prison de végétaux et plana au-dessus des arbres. Il foula le sol dans un silence feutré, devant le vieil homme, au regard médusé. Tout cela n'avait pris que quelques secondes. Comment s'étrangla le tigre? Mais comment as-tu fait cela? Je progresse, père, je progresse vite. Je crois en mes pouvoirs et c'est là l'essentiel. D'accord. Passons aux choses sérieuses. Tu vois les cendres de cette branche que tu as brûlée? Refais-en une branche. Mais je ne peux défaire ce qui est. Tu n'as plus confiance dans tes pouvoirs? Si je te dis que tu peux le faire, c'est que tu le peux. Tout peut être défait, changé. L'univers est un univers de molécules. C'est un devenir malléable. Tu peux le modeler. C'est temporaire si c'est contre sa nature. Mais cela peut rester définitif si tu respectes les lois de la nature.
si tu crées pas des choses qui défient ces lois. Hymne convaincu ne jeta qu'un regard furtif à la branche. Elle retrouva son aspect initial. Il en fit de même avec le vaisseau spatial dont les parties de métal hurlèrent quelques instants en reprenant leur forme initiale. Il brillait comme un sous-neuf, étincelant. Hymne relâcha son effort mental, mais le vaisseau demeura intact. Il s'étonna. Je ne comprends pas. Si je cesse d'utiliser mon pouvoir sur le vaisseau, il devrait changer et redevenir complètement délabré. Or ce n'est pas le cas. Que puis-je créer qui reste ou ne reste pas après mon action? Oh, mais c'est très simple, mon fils. Le vaisseau est composé de simples molécules, comme un corps humain. La différence entre les deux, c'est la vie, cette étincelle que même nos pouvoirs ne peuvent reproduire. Tu ne pourras jamais ressusciter un mort alors que tu peux réparer ce vaisseau. Et si tu te souviens bien de toutes les illusions que j'ai créées pour te mettre à l'épreuve, pas une n'est restée, car aucune ne respectait les lois de la nature. Je ne pouvais pas donner vie à la jeune femme, aux dinosaures, aux monstres des marécages. Par contre, j'ai pu manœuvrer les plantes carnivores qui existaient déjà. J'aurais pu laisser le pont de bois au-dessus du précipice. Elles n'ont pas apprécié d'être manipulées pour m'attaquer. Je sais, j'ai perçu ta communication avec les plantes. Ça, c'est une chose que je ne peux faire. C'est un héritage de ma mère. Ta mère, oui. Je n'ai pas pu la sauver. Je n'ai pas su la sauver. Et sais-tu pourquoi? Non, parce que je n'avais pas confiance en mes pouvoirs. J'ai mis 20 000 ans à me rendre compte que je possédais ces pouvoirs, et j'ai été imbécile au point de ne pas les exploiter, de ne pas y croire, car je pensais qu'une fois mes pouvoirs physiques perdus, je ne pourrais plus rien faire. J'ai eu tort, et ça m'a coûté la perte d'un être cher. Et j'ai cru pendant ces 20 dernières années t'avoir perdu pour toujours. À l'évocation de ces souvenirs, des larmes montèrent aux yeux du vieil homme, et coulèrent sur ses joues creusées par le poids des ans. La révolte d'autrefois avait fait place à la résignation d'une malédiction tenace. Ses espoirs de bonheur avaient sans cesse été brisés, comme si l'histoire ne faisait que se répéter. Ses espoirs de revanche, il les plaçait en son fils, le seul capable de briser la malédiction. Le paysage était enchanteur, une vallée profondément encaissée, dans un dédale de falaises abruptes. Un paysage fleuri et parfumé, ensoleillé avec un ciel d'azur parsemé de quelques nuages blancs. Dans le bas, près d'une rivière serpentant entre les aspérités du relief, un petit village accroché à flanc de montagne. Une légère brise soufflait une odeur d'herbe fraîche. Des insectes bourdonnaient et butinaient les fleurs écloses. L'illusion était parfaite. En tous les cas, elle satisfaisait le tigre. Voilà, c'est une illusion réelle. On la croirait existante. Elle est seulement le fruit de l'imagination. Lorsque tu combattras Garantor, tu devras créer d'après ton esprit. Cela doit être très vif, très rapide, aussi rapide que l'éclair. Il faudra le surprendre à chaque instant. Bien sûr, pas question de créer des paysages de vertes et paisibles vallées. Il faudra de l'horreur, de l'impressionnant, pour l'amener à abaisser ses défenses suffisamment pour décocher une attaque télépathique mortelle. Le paysage se tordit soudain de douleur, agité de convulsions. Un monstre de lave surgit de la terre agité de tremblements. Des blocs de rochers furent projetés dans toutes les directions. Le monstre avança sur eux et cracha son venin de feu et de cendre. Le tigre apprécia. Voilà, c'est ce genre de vision cauchemardesque qu'il faut créer, dit-il, tandis que le monstre levait la main sur lui et décochait une volée de flèches de lave cernant le vieillard. Oui, ça c'est très bien. Il faudra enchaîner d'autres visions, d'autres créations pour le déstabiliser. N'oublie surtout pas que tes créations seront réelles, qu'il abaisse sa garde une seule fois, et tu porteras un coup. De sa résistance dépendra simplement l'efficacité du coup porté. Et quelle stratégie puis-je adopter, en dehors du fait que je dois enchaîner mes attaques? La réponse est contenue dans ta question, mon fils. Attaque, attaque le premier. Ne lui laisse pas le temps d'organiser sa défense, le temps de réagir et d'utiliser ses pouvoirs. Ta chance réside dans ta capacité à le déborder immédiatement. Sur Terre, nous avions des maximes utiles dans ton coin. Aide-toi, le ciel t'aidera, ou alors, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Applique ces maximes à la lettre. Maintenant, je pense que tu es prêt. Ta dernière épreuve viendra demain. Une dernière épreuve?
Autre chose à savoir? Oui, tu sauras demain, si tu es prêt. Mais ne puis-je rien savoir de cette épreuve? Penses-tu que Garandor te dira où et comment il souhaite se confronter à toi? Non, bien sûr, père. Ma requête est inutile. Alors va dormir. Demain, l'épreuve que tu subiras sera bien plus terrible que ce que tu as connu jusqu'à présent. Une nuit calme, sans cauchemar, pas même de sommeil agité. Le ventre creux le poussa à se lever. Quelques baies sauvages comestibles, cueillies à même les buissons, conviendraient parfaitement pour le petit déjeuner. Son père avait quitté la grotte, probablement pour lui préparer la dernière épreuve. De quoi pouvait-il s'agir? Un nouvel apprentissage? Une grandiose révélation? Il s'éloigna de la grotte. Il ne reconnut pas l'extérieur. Tout le paysage avait changé. Une sorte de désert aride fait de dunes de sable, parsemé de buissons épineux. La chaleur l'accablait, l'étouffait, et il n'y avait pas la moindre trace d'humidité, pas une goutte d'eau. Il vacilla sous son propre poids. Ces conditions climatiques l'assommaient complètement. Lui qui appréciait d'ordinaire l'humidité constante, la moiteur des marécages de Vulnia était mis à mal. Mais où étaient donc passés les arbres de la forêt? Toute la végétation avait disparu. Ibn subodora un tour de son père. Cette dernière épreuve constituait un test grandeur nature, où il devrait déjouer les pièges tendus par le tigre et lui donner la réplique. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sol, des sables mouvants. Cela ne lui était jamais arrivé. Il glissa lentement dans la matière instable. Il tenta de se convaincre que tout ceci était qu'une illusion, mais rien n'y faisait. Le tigre, caché quelque part, maintint son effort mental pour qu'Hymne ne puisse pas le détruire. Hymne eut beau chercher autour de lui, et ne trouva rien à attraper pour sortir de ce mauvais pas. Un reptile géant, venu de nulle part, se montra. Le monstre d'écailles ouvrit une gueule béante. Hymne lança une attaque pyrokinésique, enflammant l'animal. Ah, enfin, il se décide à réagir, pensa le tigre en observant la scène mentalement. Hymne glissait toujours. Le sable atteignait maintenant sa poitrine. Il se concentra pour changer les molécules environnantes. Il se retrouva entouré d'eau et nagea vers le rivage. À peine sorti, le ciel s'assombrit soudainement. Les éclairs de feu zébrèrent l'horizon. Un déluge d'électricité s'abattit sur lui, mais il avait élevé un puissant rempart psychique pour se protéger de la foudre. Il ne vit pas venir derrière lui un cyclone l'emportant dans son tourbillon. Son corps fut malmené par les vents soufflant avec violence. Il ne paniqua pas, il rassembla son énergie et lâcha une attaque télépathique d'une force inouïe. Le paysage cessa immédiatement d'exister. Tout était blanc, partout, comme une page blanche sur laquelle il fallait écrire. Au milieu de tout ce blanc, son père, un genou à terre. Hymne l'avait découvert. Mais il hésita, et cette hésitation lui fut fatale. Le paysage bascula à nouveau. Ils se retrouvèrent sur une planète de cendres, semblable au décor lunaire. Le tigre projeta une image de lui-même. L'image d'un gigantesque fauve de feu s'élevant au-dessus de lui et s'emparant d'Hymne. Le Vulnien encaissa un feu intérieur le dévorant, comme si ce feu cherchait à lui voler son âme. Il souffrait. Mais pourquoi son père poussait-il l'épreuve aussi loin? Ce n'était pas une épreuve, c'était un combat à la vie et à la mort. Le tigre utilisait ses pouvoirs jusqu'à leur limite. Mais pourquoi? Que cherchait son père? Tu as enfin compris, Hymne, lui dit celui-ci. Mais pourquoi ce combat inutile? Parce que le plus fort de nous deux doit affronter Garandor. Parce que je ne veux plus subir la malédiction du tigre. Mais vous dites cela comme si vous étiez sûr de mourir. Je vais mourir, Hymne. Mourir parce que tu es le plus fort. Hymne ne l'admettrait pas. Il souffrait le martyre, il n'avait pas réussi à attaquer. Il ne faisait que se défendre jusqu'à présent. Son corps se dissolvait dans le néant. Même en se sachant que l'environnement n'était qu'une illusion, alors qu'ils étaient toujours dans cette forêt. Il se concentra pour dévoiler les plantes dans ce paysage lunaire. Les plantes émergèrent du sol. Elles se glissèrent entre les jambes du tigre, et sur un œuf bref d'Hymne, elles l'enlacèrent et le déséquilibrèrent. Son emprise cessa aussitôt. Le tigre de feu lâcha sa proie et se retira. Hymne se fendit d'une nouvelle attaque télépathique. En même temps, il bombarda le tigre de roches et de poussière lunaire. Il accentua sa pression.
Le tigre se protégea par un rempart psychique, mais ses défenses cédèrent peu à peu. Encore un effort, et Im ne parviendrait à lire l'esprit du vieil homme. L'espace d'une courte seconde suffirait. Le tigre avait déjà contre-attaqué en soulevant le sol pour déstabiliser Im, une attaque trop téléphonée. Im ne la para facilement, en l'évitant, usant de la télékinésie sur sa propre personne. « Tu es perdu, père. Regarde !» Derrière lui, le tigre détecta une menace. Il se retourna. Un gigantesque trou noir, débordant d'antimatière, fondait sur lui. Il l'engloutit intégralement. Le tigre hurla. Im avait trouvé l'arme, la peur à utiliser contre son peur. Le paysage passa sous son contrôle. Bientôt, la voix du tigre se tut. Im mit fin à son illusion. Le corps de son père s'écrasa lourdement au sol près de la grotte. Im se précipita à son secours. « Père, pourquoi avoir poussé ce combat à l'ultime, l'irréparable ?» « Pour mourir, Im. Pour mourir. Pour que cesse la malédiction. J'ai tout perdu dans ma vie. Je n'ai rien pu donner. Ni temps, ni amour. À chaque fois, le tigre s'est mis en travers de ma route. J'ai perdu tous les êtres que j'aimais. Il ne reste que toi, Im, mon fils. Le fils du tigre, plus puissant que son père. Le cristal vert, le seul capable de battre Garandor. Père, mais c'est un suicide que vous avez commis. J'ai été votre arme. Oui, mon fils. J'aurais dû refuser ce combat stupide. Tu n'aurais pas pu le refuser. Pas plus que tu ne pourras refuser celui contre Garandor. Car il te tuera comme j'aurais dû le faire si tu avais refusé de livrer cette bataille. Père, je pars, Im. Pour toujours, j'espère. Ouvre ta main et reçois ce dernier cadeau de ma part. Im tendit sa main et découvrit sa paume. Dans un ultime effort, le tigre réalisa ce qu'il parvenait à faire autrefois. Sa main se mit à luire, une petite sphère lumineuse s'échappa de ses doigts et se fondit dans la main d'Im. Le tigre rendit son dernier souffle. « Père, père, non, non pas vous, revenez, aidez-moi. J'ai besoin de votre savoir pour me guider, finit-il par pleurer. J'ai besoin. Le corps du tigre demeura figé, immobile, pour l'éternité. Im se redressa. Il ne pouvait plus rien pour celui qui était son père et qu'il avait connu que 4 jours. 4 petits jours pour en savoir si peu sur l'homme qu'il était, sur sa mère, sur ses origines. Il était désormais seul pour réussir. D'un geste, il creusa une tombe et y déposa son père. Le tigre avait usé de cette coutume terrienne pour sa première femme et son premier enfant. Il aurait aimé lui faire un présent l'accompagnant lors de son dernier voyage. Il déposa son arbalète, désormais inutile face à Garandor, et recouvrit la sépulture. Il se recueillit quelques instants, inutile de reculer éternellement l'échéance. Son aventure ne faisait que commencer. Son destin passait par la poursuite de Garandor, afin de lui faire payer ses crimes odieux. Il monta dans le vaisseau spatial ayant servi autrefois à réunir son père et sa mère. Instinctivement, il sut piloter. Les moteurs rugirent comme à leur premier jour, et il s'envola vers son futur. Chapitre 9. Nous n'avons pas pu travailler le cristal vert au puissant Garandor. Bande d'incapables, vous n'êtes vraiment pas dignes d'être des croïdes. Un rayon mortel jaillit de la main du chef des barbares d'espace. Les 2 croïdes, tout penauds, dans le collimateur du chef, éclatèrent en 1000 morceaux, ne formant plus qu'un tas de petites chairs calcinées et de métal brûlant. « Toi, et toi, dit-il en se tournant vers ses 2 plus fidèles lieutenants, je vous ordonne d'aller sur Vulnia et de me ramener le cristal vert. Fouillez, tuez, torturez autant que vous le souhaitez, mais ne revenez pas avant de l'avoir trouvé, sinon vous subirez le même sort que ces 2 idiots. Prenez le nombre d'hommes qu'il vous faut, mais n'échouez pas. » Garandor se tourna vers l'espace, assis aux commandes d'un navire de guerre radien. Les Radiens s'étaient tournés vers Garandor, car il lui avait offert les moyens de conquérir ce système de planètes en échange du droit de conserver le monopole du commerce et d'acquérir ce même monopole dans ce système de Styra. L'étoile la plus proche où se trouvaient une dizaine de planètes peuplées d'êtres assez évolués mais peu armés et que les croïdes pourraient facilement vaincre à l'aide des puissances de cristaux.
Garandor ne prêta pas la moindre attention à la cohorte de chasseurs s'envolant en direction de Vulnia. Pour lui, le plus difficile des cristaux à obtenir, c'était le jaune, caché sur Jira. Cette planète incarnée la plus mystérieuse, avec ses tempêtes magnétiques et son insondable couche de nuages blancs l'entourant entièrement. Comment pénétrer cette planète sans risquer d'être désagrégé? Même la toute-puissante technologie aérienne n'avait pas encore pu trouver de solution à ce problème. Comment faire entrer ses troupes sur ce territoire interdit? Il ne lui manquait que 2 cristaux. Il ne pouvait quand même pas échouer si près du but. Après le vol du premier cristal, le mauve, à ce soi-disant sorcier d'Estromos, la récupération des 3 autres cristaux fut un jeu d'enfant. Possédant le cristal de la magie, il put être guidé par les vibrations qu'émettaient les autres éléments du pouvoir. Il sentait celle du cristal jaune, tout proche, devant ses yeux, sur cette planète mystérieuse, mais pour l'instant inaccessible. Par contre, il ne ressentait pas les vibrations du cristal vert. Et pour quelle raison? Il l'ignorait. C'était peut-être lié à la configuration particulière de la planète, si humide par rapport aux 5 autres. Ou alors le cristal avait été enfoui profondément sous terre. « Donne-moi le plus résistant des chasseurs, annonça-t-il soudainement. Mais, ô puissant Garandor, vous risquez d'être détruit, lui dit un des exécutants de basses œuvres. Il faut essayer. Je suis sûr que l'armure magique me protégera. Garandor s'installa aux commandes du chasseur. On avait débarrassé celui-ci de ses instruments de vol et de ses armes, augmenté la puissance des moteurs et renforcé la structure de la coque pour qu'il tente de passer en force à travers le champ magnétique. Il décolla du pont d'envol, s'envola de la forteresse spatiale et les moteurs délivrèrent toute leur puissance. L'accélération fut foudroyante, mais Garandor était entièrement protégé par les pouvoirs magiques de l'armure dorée. Il lui fallait ce cristal jaune. Il lui donnerait non seulement le pouvoir de la rapidité absolue, ce qui compenserait sa lenteur normale d'androïde, mais surtout il compléterait son armure. Son corps était seulement recouvert sur ses 4 membres. Seule sa tête et son buste n'étaient pas entièrement protégés. Le cristal jaune devrait recouvrir son thorax, du cou jusqu'aux entrecuisses. Le cristal vert, le plus important, lui ferait don du casque permettant de contrôler aisément ses pouvoirs. Les premières vibrations se firent ressentir dans l'appareil. Garandor fut contraint de naviguer à vue, les instruments de vol étant inutiles dans ce déluge magnétique. Il exerçait une forte pression sur les commandes pour maintenir le cap. Cela vibrait de plus en plus. La structure du vaisseau était malmenée, chahutée à un point inimaginable. Le hublot par lequel il regardait pour corriger et maintenir sa trajectoire se fendilla. Des craquements sinistres emplirent l'habitacle. Sa vitesse décrut rapidement. Un des moteurs rendit l'âme, après quelques minutes de bons et loyaux services. La manette de commande était complètement écrasée. La pression exercée par Garandor était telle qu'il la broyait. Le vaisseau avançait toujours, mais sa progression était insignifiante. Le hublot vola en éclats. Des dizaines de commandes, des boutons, furent arrachés des plus proches panneaux de contrôle. Garandor ne résista pas au violent appel du vide. Littéralement aspiré par l'espace, il fut violemment éjecté du chasseur. Il flotta dans l'espace, juste assez de temps pour voir son appareil se disloquer en 1000 morceaux. Il vogua dans l'infini interstellaire, volant par ses propres moyens. Cette armure magique lui donnait ce pouvoir. Il fonça en direction de Jira, conscient que cette armure constituait l'unique moyen de pénétrer la barrière magnétique de la mystérieuse planète. Il fut pris dans une terrible tempête, mais résista. La planète se comportait curieusement, un peu comme si à chaque fois qu'un intrus tentait d'y entrer, elle se mettait à produire une défense à la hauteur et à la force de l'adversaire. Garandor fit appel à toutes les forces de la magie, il invoqua les esprits du mal. Un terrible orage se forma autour de lui, une sorte de magma maléfique, où virevoltèrent des spectres inquiétants. Il ouvrit un tunnel d'énergie, destiné à lui permettre d'atteindre le cœur de la planète. Il s'engouffra à l'intérieur, le tunnel étant maintenu par sa magie. Il plongea dans l'atmosphère de Jira. Le monstre croïde planait au-dessus de la couche de nuages. La tempête magnétique avait pris fin. Il était passé sans encombre. Il en était persuadé maintenant. Lorsqu'il posséderait tous les cristaux, ses pouvoirs seraient illimités. Nul ne pourrait lui résister. Il serait l'égal d'un dieu, immortel.
Irrésistiblement attiré, il fila droit vers la surface de la planète. Celle-ci dévoila enfin ses secrets. Elle était faite de nombreuses vallées vertes, encassées par des massifs montagneux. Des lacs s'étendaient à perte de vue. Une planète aussi verte que Vulnia, mais il y avait bien moins d'eau. Il avait repéré des habitations et atterri tout près du village. Les habitants avaient des formes tout à fait humaines. À un détail près, des ailes semblables à celles de papillons dépassaient de leur dos. Visiblement, elles ne servaient pas seulement d'appendices inutiles, puisque Garandor voyait certains de ces êtres voler, venant de la montagne toute proche. Il s'approcha d'eux. Un signal, quelques cris retentirent. Des enfants, des femmes, des vieillards accoururent, soit en marchant, soit en volant pour voir l'étranger. À sa vue, ils se couchèrent tous à terre, se prosternant. Le chef des Croïdes n'en revenait pas. Il n'avait rien dit, rien fait, et ce peuple se prosternait devant lui, des esclaves volontaires. Ces gens étaient absolument non civilisés. Il était le premier être différent d'eux qu'ils voyaient, car personne n'avait jamais réussi à entrer sur Gira. Bienvenue à toi, ô notre Messie. Un Messie? Il le prenait pour un Messie, un prophète, ou quelque chose en genre. Mais quelle merveilleuse idée! Il serait sûrement très coopératif. Garandor se prit au jeu, et ne massacra pas pour une fois. Il leur joua la comédie qui l'attendait. Relevez-vous, mes enfants, leur dit-il pour les amadouer. Je suis venu pour vous aider. Un murmure passa dans la distance. Avait-il prononcé des désagréments? L'énergie crépita dans ses poings, prête à lancer la mort sur ce peuple si celui-ci devenait menaçant. Ô puissant Messie, c'est bien toi qui es venu protéger le cristal jaune? Oui, c'est moi, dit-il avec certitude. Est-il bien protégé, bien gardé? En prenez-vous grand soin? Oui, notre Messie. Le cristal jaune est sacré, comme tout ce qui porte la couleur jaune. Nulle chose est jaune sur cette planète. Cette couleur n'existe pas, sauf le cristal qui est sacré. C'est pour cela que nous avons que tu es notre Messie, notre Sauveur, parce que tu portes la couleur sacrée sur toi. Garandor comprit l'avantage qu'il pouvait tirer de cette croyance. Apparemment, cette peuplade attendait qu'un être vienne pour les sauver. Qui veut vous prendre le cristal jaune? La légende, ô puissant Messie. La légende dit qu'un être malfaisant venu de l'espace fera déferler une horde de barbares pour détruire notre belle planète et s'emparer du cristal jaune. La légende dit aussi qu'un Messie viendra nous défendre. Veux-tu voir le cristal jaune pour que nous montrions combien nous en prenons soin? Garandor sauta sur l'occasion, bien trop belle pour la laisser passer. Oui, allons le voir, dit-il, en s'empressant de suivre celui qui avait parlé. L'homme s'envola, et Garandor le suivit sous les regards ébahis et admiratifs des autres habitants. Ils furent surpris par l'envol du Messie. Comment un être dépourvu d'aile avait-il la capacité à voler? Mais il était le Messie, et il avait de grands pouvoirs, forcément, pour protéger le cristal. Ils volèrent dans les montagnes, inaccessibles, sauf par la voie aérienne. Ils se posèrent devant l'entrée d'une grotte. Ils entrèrent et firent quelques pas dans l'ombre de la cavité rocheuse. Au fond, Garandor distingua une myriade de lueurs. Des bougies scintillaient dans le noir. Tout autour, de nombreuses offrandes disposées soigneusement. Posé sur une stèle, le cristal jaune. Un ronronnement se fit entendre près du lieu où il se trouvait. Plus loin dans la grotte, quelques salles plus loin, probablement. Quel est ce bruit que j'entends? Demanda Garandor. C'est la machine, ô puissant Messie, répondit le Gyrien. Une machine? Quelle machine? À quoi sert-elle? Elle protège notre planète. Elle forme un mur invisible qui nous protège de l'espace et des hordes barbares dont nous a parlé la légende. Le champ magnétique. Une puissante machine produisée pour maintenir à l'écart tous les éventuels curieux. Il se saisit du cristal jaune, se dissolvant instantanément dans sa main. Son thorax se recouvrit du métal jaune de l'armure magique. Mais, ô puissant Messie, protesta le Gyrien. Pour toute réponse, Garandor lui envoya un jet d'énergie le transperçant de part en part. Le Gyrien s'effondra, mort. Garandor fonça vers la salle d'où provenait le ronronnement électrique. Il découvrit une énorme machine
situé dans une salle taillée dans la montagne par l'érosion, au fil des siècles. D'un geste, il lança son énergie contre la machinerie. Elle se disloqua dans un grincement infernal. Il ouvrit une brèche dans la montagne qui explosa. Il arracha les restes calcinés de la machine et les jeta dans la vallée, sur le village des Djiriens. En bas, ce fut la panique. Les hommes s'emparèrent des vieillards trop âgés pour voler, les femmes se saisirent des enfants n'ayant pas encore d'ailes. Tout ce monde s'envola le plus rapidement pour échapper à la masse incandescente de la machine détruite dévalant la pente à toute allure. Quelques-uns n'eurent pas le temps de s'échapper et les débris les ensevelirent en déboulant dans le village. Les Gyriens virent Garandor s'envolant et se dirigeant vers eux. Ils fuirent, mais il était bien trop rapide. Comme un sinistre jeu de tir au pigeon, il s'amusa à les tuer à l'aide de rayons d'énergie, et s'amusa de les voir tomber comme des pierres. La horde de barbares tant redoutée par les Gyriens déboula, alléchée par l'odeur du sang, une fois le champ magnétique abaissé. Ils étaient aux aguets dans l'espace, attendant que leur chef ouvre la voie. L'extinction du champ magnétique détectée, ils s'étaient précipités comme des fous sanguinaires pour venir épauler leur chef. Ils risquaient de ne pas avoir grand-chose à se mettre sous la dent, car Garandor abusa de ses pouvoirs, pris d'une folie furieuse de destruction, et tel Attila, il rasa tout sur son passage. Ce fut un véritable jeu de quilles, un massacre organisé. Sur la moto volante infernale et vrombissante, les croïdes se déchaînèrent, firent feu sur tout ce qui bougeait. Ils allèrent de village en village, pillant, détruisant tout, s'appliquant à mettre le feu à toutes les habitations. En quelques heures, la terreur se répandit comme une traînée de poudre. Les Djiriens, peuple très pacifique, étaient incapables de se défendre. Ils ne connaissaient ni l'usage ni la construction des armes. Ceux qui résistaient furent abattus et atrocement mutilés, pour servir d'exemple. Les autres furent faits prisonniers et furent parqués dans des grottes, solidement surveillés et gardés par les féroces croïdes. Ceux-ci se retinrent de tuer, car il leur fallait bien réduire quelques-uns en esclavage. Les hommes étaient assez vigoureux, et les Radiens ne devaient pas avoir de difficulté à les vendre pour de bons prix dans les galaxies environnantes. Chapitre 10. Hymne entendait des voix, des cris plus précisément. Il se précipita hors du vaisseau spatial, contourna la maison et atteignit la porte d'entrée. Deux croïdes étaient en train de torturer son père, Marèche. « Tu vas parler, vieille croûte » hurla l'un d'entre eux. Sa lame tournoyante, vissée sur son poignet de métal, s'enfonça un peu plus dans la cuisse du vieil homme. Celui-ci fut submergé par la douleur et perdit toute force de crier. Hymne fut horrifié par la scène qu'il découvrit. Une intense rafale télépathique les fit voler en éclats. Le métal et la chair volèrent un peu partout dans la pièce. « Père, père, que vous ont-ils fait ? Oh, Hymne, je souffre. Je crois qu'ils ont fini par m'avoir. Ils cherchaient le cristal vert. Ils ne le trouveront jamais. Je n'aime même pas parler. Oh, j'ai mal, fiston. Il faut que tu les empêches de faire le mal. » Ce furent les derniers mots du vieux Marèche. En l'espace de quelques heures, il avait perdu successivement ses deux pères, adoptifs et géniteurs. Ibn n'eut pas la force de pleurer. Il se promit de revenir sur Vulnia. Lorsqu'il prit place dans son chasseur Galactar 3, il eut le sentiment qu'il ne reverrait plus jamais sa chère planète. Sentiment bizarre d'aller à l'encontre de son destin, de sa propre mort. Les moteurs n'eurent pas le temps de refroidir, ils vomblirent à nouveau, et Hymne s'arracha à l'attraction vulnienne. Aux commandes, Hymne se laissa emporter par la concentration, la voix qui traînait en lui, son instinct de chasseur de Scrone. Il se dit que Garandor se trouvait sur l'une des planètes, qu'il était en train de commettre des crimes. Il le voyait possédant la presque totalité de l'armure. Il ne lui manquait que le casque pour la compléter. Logique. Il s'était emparé du cristal jaune de Jira. Comment avait-il pu franchir le terrible champ magnétique? Et pourquoi demeurait-il sur Jira? Des éclairs se produisirent sur le côté du vaisseau. Des croïdes, une dizaine d'appareils, l'avaient pris en chasse. Vulnia devait être infestée de ces maudits androïdes. Hymne lâcha les commandes. Seule sa pensée guida le vaisseau. Il se concentra. Il amorça une chandelle,
Les réacteurs se coupèrent un instant. Ses poursuivants s'écartèrent et se dispersèrent. Dans sa manœuvre de retournement, Hymn avait placé 2 ennemis dans sa ligne de tir. Les canons laser entrèrent en action tout seuls, sans que Hymn ait à toucher les commandes. Sa pensée visait et tirait. Il faisait corps avec son engin. Il lisait dans les pensées de ses adversaires. Il y en avait un derrière lui. Il allait tirer. Hymn dégagea au dernier instant, puis se replaça dans la ligne de tir de l'ennemi et fit feu des rayons laser de poupe. Il désintégra l'ennemi. Il n'était plus la proie, mais le chasseur. Il déclencha la débandade chez l'ennemi. Ces idiots de Credide étaient bien trop disciplinés, trop mathématiques. C'était dû à leurs nombreux implants électroniques cérébraux. Ils se mirent en file indienne pour fuir, presque trop facile. Le jeune homme tira, un déluge de feu plut dans l'espace, et les appareils explosèrent successivement. Une fois le ménage achevé, il programma la direction de Djera. Quelques minutes plus tard, il aborda la mystérieuse planète. Curieusement, ses instruments de vol ne paniquèrent pas. Hymn s'enfonça dans l'atmosphère de la planète. D'ordinaire, un champ magnétique immense l'en aurait approché. Aujourd'hui, rien. Tout se passa comme à l'accostage sur une planète normale. Peut-être y avait-il des cycles, des périodes durant lesquelles le champ s'ouvrait pour laisser passer des vaisseaux? Non. Il pencha plutôt pour l'œuvre du maléfique Garandor, à l'origine de cette disparition soudaine. Il traversa l'épaisse couche du nuage, une opération durant une éternité. Pas étonnant que, malgré la présence du bouclier magnétique, on n'ait jamais pu sonder cette planète. Ce n'était pas une couche de nuages, c'était un blindage. Il sortit enfin de cette épaisseur cotonneuse, hélas, pour découvrir une triste réalité. Vu du ciel, il découvrit des tas de points lumineux dans la nuit, autant d'habitations en feu. Il plongea vers le sol, atterrit dans une clairière, posant son engin au plus près des arbres, pour le mettre à l'abri des regards indiscrets. Puis il sortit et se faufila dans la nuit noire. Pas la moindre lumière, mais ses yeux étaient déjà entraînés à l'obscurité totale sur Vulnia lorsqu'il chassait de nuit. Un village brûlait non loin d'ici. Il s'envola silencieusement jusqu'à l'endroit, usant de ses pouvoirs mentaux de télékinésie. Dans un souffle léger, il aborda le village. Caché derrière un buisson, il observa. Les croïdes incendiaient tout ce qui pouvait brûler. Les rayons crachaient leur venin de feu, embrasant, détruisant, anéantissant. Un peu plus haut, il aperçut 2 vaisseaux spatiaux posés sur un plateau naturel. Il y avait peu d'endroits où se poser tant le relief était tourmenté. Encore un peu plus haut, une grotte. Des croïdes en gardaient l'entrée. Il doit y avoir sûrement des gens là-dedans, se dit-il. Il faut que j'en ai le cœur net. Il s'éleva dans les airs et se stabilisa au-dessus des gardes. Il se concentra et paralysa leur centre nerveux. Incapables de bouger, de s'exprimer, ils restèrent simplement debout grâce à leurs muscles tétanisés et leurs mécanismes bloqués. Hymn s'introduisit dans la grotte. Il débloqua les gardes par une simple impulsion de l'esprit et s'enfonça profondément dans la cavité naturelle de la montagne. Il vit les flammes d'un feu au fond. Il approcha. Les résidents de la cavité dormaient. Ils avaient l'air humains. L'un d'eux bougea dans son sommeil et se retourna. Hymn découvrit avec stupéfaction les petites ailes dans le dos. Il n'avait jamais vu un peuple doté d'ailes, des ailes de papillon. Il y avait de nombreuses femmes, quelques enfants, quelques hommes âgés. Les hommes dans la fleur de l'âge avaient été copieusement massacrés ou massivement déportés. Une jeune femme ouvrit un œil. Elle s'étonna de la présence du Vulnien. Elle s'apprêtait à réveiller ses compagnons, mais se ravisa. Elle ne semblait pas terrorisée, mais juste méfiante. Ce type-là ne ressemblait à rien à un croïde, mais elle ne savait pas quelles étaient les intentions de cet homme. Hymn s'approcha d'elle, en douceur. Il lui sourit, mais elle était très craintive. Il lui fit signe de ne pas faire de bruit. Elle était très belle, jeune bien que ses ailes soient apparemment déjà adultes. Il lui dit « Que vous est-il arrivé? Que s'est-il passé sur cette planète? Qui êtes-vous? Vous allez encore nous faire du mal? Du mal? Mais non, je ne vous fous aucun mal. Je m'appelle Hymn Asrando, je viens de la planète Vulnia qui est voisine de celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez?
Je vous l'ai dit, je veux savoir ce qui s'est passé ici. Vous ne le savez pas? J'ai des doutes. Vous avez été attaqué par les Croïdes, menés par leur chef Garandor. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, il doit posséder le cristal jaune. Oui, nous avons appris que le cristal sacré a été dérobé par un être que nous avons pris pour le Messie. Un Messie? Oui, nous avons une légende qui parle d'un Messie qui viendra nous secourir, nous délivrer d'une horde de barbares venus de l'espace. Ce Messie, comme le dit la légende, sera revêtu de la couleur sacrée, le jaune. Et ce Garandor était couvert d'or? En partie. Il possédait une partie de l'armure. Et il en a obtenu l'avant-dernière partie. Une armure? Qu'est-ce que c'est? Une autre légende dit que celui qui trouvera 6 cristaux, répartis sur les 6 planètes de ce système, possédera des pouvoirs immenses, capables d'engendrer le chaos. Ces pouvoirs se matérialisent par une armure, une sorte de carapace, le protégeant de tout et lui donnant une force destructrice. Il ne lui reste plus qu'un cristal, un seul à obtenir, le cristal vert, et sa victoire sera définitive. Où se trouve ce cristal? Sur cette planète. Mais vous avez dit que les 6 cristaux étaient répartis sur les 6 planètes. Or ici, il y avait déjà le cristal jaune. Comment t'appelles-tu? Gianni. Pourquoi? Tu peux garder un secret, Gianni? Oui, bien sûr. Que dois-je savoir et ne pas dire? Je suis le cristal vert. La jeune fille parut interloquée. Im n'avait pas vraiment l'apparence d'un minéral. Mais il releva sa manche droite, jusqu'en haut de son bras, dévoilant ainsi le dessin vert, en forme de joyau. Gianni ouvrit ses yeux en grand. C'est vous qu'il doit tuer pour conquérir tous les pouvoirs, n'est-ce pas? Oui, Gianni, mais je ne me laisserai pas abattre facilement. Vous allez vous battre contre lui? Mais il jette de la lumière, du feu mortel. Ses pouvoirs sont immenses. Que pouvez-vous face à lui? Vous n'êtes pas le Messie couvert d'or qui nous délivrera du malheur. Vous allez mourir inutilement. Repartez, je vous en prie. Je ne voudrais pas vous voir mourir. Jenny avait dit cela sur le ton de désespoir. Hymne comprit combien elle était sincère, et cela l'émut énormément. La jeune femme n'était pas insensible au charme étrange des yeux intensément verts d'Hymne brillant dans la nuit. Hymne le savait. C'était si facile de lire dans son esprit. C'était même difficile de ne pas user de télépathie. Je ne suis pas votre messie, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous délivrer de ce fou sanguinaire et de ses dangereux compagnons. Vous n'avez pas de pouvoir? Croyez-vous? Regardez. Il se concentra. La jeune fille s'éleva dans les airs quelques instants, puis se posa sur le sol. Hymne ajouta. Tu me crois, Jenny? Et ça, ce n'est qu'une infime partie de mes pouvoirs. Je te crois, cristal vert. Hymne. Mon nom est Hymne. Hymne, que vas-tu faire maintenant? Attends d'ici la fin de la nuit. Je préfère affronter Garandor de jour. Puis-je rester près de toi? Demanda-t-il avec tendresse. Oh, oui, bien sûr. Je me sentirai rassuré si tu t'allongeais près de moi. Il s'étendit sur le sol. Dehors, on entendait des crépitements, des craquements, ceux du feu détruisant. Garandor ne perdait rien pour attendre. Demain serait son dernier jour. Le jeune homme percevait des voix autour de lui. Il ouvrit un œil, puis l'autre. Tout le peuple papillon formait un cercle autour de lui. Gianni était levé et leur révélait l'identité d'Hymne. Son récit était ponctué d'exclamations de la part des autres membres du petit groupe. Ils se retournèrent tous lorsqu'ils aperçurent que le Vulnien était réveillé. Il les rejoignit. Ils reculèrent d'un pas, tous, sauf Gianni. Celle-ci reprit la parole et leur dit. Vous n'avez rien à craindre, il est de notre côté. Il n'est pas comme les autres. Comment le sais-tu? Lui demanda une autre femme. Il est tendre. Hymne rougit. Cette nuit, Gianni s'était approchée de lui. Au premier abord, elle était farouche. Rassurée, elle s'était blottie contre lui, le couvrant de tendres regards. Hymne savait quels étaient ses sentiments. Elle était capable d'amour, il en était sûr. Il la sentait amoureuse et déjà inquiète pour lui. Elle ne l'avait pas caché. Les autres perdirent leur crainte. Les enfants voulurent tous être pris dans ses bras.
Il gagna rapidement la confiance de tous. Alors il comprit à quelle vitesse Garandor avait dû acquérir leur confiance, et surtout à quelle vitesse il s'était empressé de la trahir. Maintenant je vais sortir. Vous allez me suivre et voler vers le sommet de la montagne. Essayez de vous réfugier dans la forêt. Je vais faire le tour de la planète pour libérer vos compagnons. Ils quittèrent la grotte. Dehors, des gardes barraient l'entrée. Ils se retournèrent et menacèrent Hymne et ses compagnons de leurs armes. Hymne leva la main. De l'énergie psychique se déversa sur les ennemis. Les gardes s'effondrèrent tous. Les Gyriens s'envolèrent vers le sommet de la montagne, comme prévu. En contrebas, des Croïdes repérèrent l'évasion. Ils sortirent leurs armes et firent feu. Par chance, aucun des rayons mortels n'atteignit le groupe d'hommes papillons. Hymne avait élevé une barrière psychique pour que la puissance des armes ne puisse pas l'entamer. Une fois hors de danger, il se retourna vers ses assaillants. Il faisait toujours feu, désespérément. D'un geste, il souleva la terre et les engloutit. En quelques secondes, le village fut débarrassé des Croïdes. Il s'envola pour une autre destination, passant près des Gyriens qui l'acclamèrent. Seul Gianni trembla pour le Vulnien, avec un sentiment plus particulier pour lui. Hymne avait délivré des centaines de Gyriens. Il avait aussi découvert que des centaines de cadavres, des hommes surtout, jonchaient le sol, après avoir tenté de résister à l'ennemi. Des corps mutilés, laissés au bec crochu des rapaces avides de charogne. Pas un seul Croïde. C'était un combat perdu d'avance pour les Gyriens. La lutte d'un peuple ignorant le mot violence contre celle de barbares n'ayant que le sang de ce mot sur les mains et sur la bouche. Il s'était appliqué à libérer les Gyriens avant d'affronter Garandor, juste histoire de se faire la main. Petit à petit, il s'était déchaîné contre ses occupants barbares, en voyant les atrocités subies par le peuple papillon. La planète était à feu et à sang, les habitations et les cultures détruites. La reconstruction serait rapide. Il les aiderait, mais tout cela faisait partie du futur, un futur dont il ignorait tout. Il venait de libérer encore une centaine de Gyriens, regroupés dans un camp plus grand de prisonniers. Garandor était sorti de son repère pour voir quel trublion était venu le déranger. Les deux hommes se faisaient face à face. « Mais je te connais, toi, lui dit Garandor. Tu es celui qui a tenté de m'empêcher de m'emparer du cristal mauve sur Raya. Exact, Garandor. Et je vais arrêter là tes tristes exploits. Ah, avec ta misérable arbalète, peut-être? Vois, je ne suis pas armé. Alors tu es déjà mort. Tuer le cristal vert ne sera pas si simple. Le cristal vert? Tu l'as? Je suis le cristal vert, et il faudra me tuer pour que tu détiennes tous les pouvoirs. Hymne n'attendit pas, il bascula la réalité. Ils se transportèrent au milieu d'un lac, sous l'eau. Garandor fut d'abord sous le coup de la surprise. Il se ressaisit vite. Grâce à la rapidité donnée par le cristal jaune, il fonça sur Hymne. Seulement, l'eau était un élément dense, ralentissant suffisamment le Croïde pour que Hymne ait le temps de déclencher une attaque télépathique. Le Croïde fut touché de plein fouet. L'effet de surprise fut total. Il s'effondra, mais seulement un bref instant. « Tu crois m'atteindre avec tes faibles pouvoirs? Je vais te montrer ce que c'est que la force. » À ces mots, le Croïde jaillit du lac et le vaporisa en le bombardant d'énergie. Hymne retira immédiatement son illusion pour ne pas périr bouilli. Il utilisa les nuages de la planète, toute la vapeur d'eau en suspension dans l'air, la condensa, la gela, pour former une gangue de glace autour de Garandor. Suivit alors une autre attaque télépathique d'une rare violence. Garandor résista. La gangue de glace explosa. Hymne créa une illusion de volcan crachant le feu. Il créa un cyclone où les vents soufflaient à 400 km à l'heure, précipitant le Croïde dans la lave. Il disparut quelques instants, mais ce fut pour réapparaître en colère, intact, sauf à la tête. C'est la tête qu'il me faut atteindre, se dit Hymne. C'est là sa faiblesse. D'un geste, Garandor anéantit le volcan. Hymne était impressionné par ses pouvoirs. Il avait brisé toute cette illusion réelle, comme s'il avait écrasé une simple fourmi. Garandor jeta un sort à Hymne. Il n'eut pas le temps d'élever une barrière psychique. Il fut pris dans la pierre, figé, immobile.
Ce sont donc tes pouvoirs. Minable, misérable. Tu demeureras éternellement une statue ridicule. Je ferai apposer une belle plaque pour que les habitants de cette planète se souviennent qu'on ne me définit pas en toute impunité. Garandor s'envola, laissant Hymne prisonnier de sa pierre tombale. Curieusement, il était toujours conscient. J'ai été idiot de croire que je pourrais le battre. Je n'ai réussi qu'à lui résister. Parce que j'étais attaqué sans cesse, sans prendre d'avantage. J'utilisais toutes mes forces, ma rapidité. Mais qu'est-ce que je peux contre sa magie? Dès que j'ai abaissé la cadence de mes attaques, il s'est débarrassé de moi avec facilité, comme d'un vulgaire barouf. Que puis-je faire pour m'en sortir? J'ai beau me concentrer, je ne peux rien bouger. Je n'arrive pas à modifier les molécules de cette pierre. Mes pouvoirs ne peuvent rien contre le sort qu'il m'a jeté. Des Djiriens, massés dans la forêt, accoururent après le départ de Garandor. Ils regardaient leur héros statufié, incapable de l'aider. Gianni était parmi eux. Elle fondit en larmes, agenouillée devant Hymne. Hymne sentit sa présence. Il lui envoya un message téléphonique. Gianni, n'aie pas peur, je ne suis pas mort. Son sort m'empêche seulement de bouger. Par contre, je risque bientôt de mourir par manque d'air. Je ne peux pas changer la structure de cette pierre ni la faire voler en éclats par une message psychique. Est-ce que vous pourriez prendre des outils et essayer de la briser? La voix d'Hymne rassura la jeune femme. Il y avait urgence. Les Gyriens s'emparèrent de divers objets et entaillèrent la roche emprisonnant Hymne. Rien n'y fit. Gianni hurla de désespoir. Mais soudain, le Vulnien eut une idée. Il demanda aux Gyriens de reculer, ce qu'ils firent immédiatement. De la terre sortirent des tiges fines, puis elles grossirent, devinrent des plantes, des arbustes, des arbres. Les branches, les feuilles, enlacèrent rapidement la statue. Les lianes se resserrèrent de plus en plus. La roche se fendilla. Les végétaux accentuèrent encore leur pression. Et soudain la gangue de pierre libéra son prisonnier. Il s'écroula à terre, suffocant. Hymne se releva avec peine. Gianni lut sa détermination dans ses yeux. Elle sut qu'il n'était pas homme à se laisser battre aussi facilement. Il tiendrait jusqu'à la victoire, ou la mort. Alors, son envol à la poursuite de Garandor ne la surprit pas. Elle ne tenta rien pour l'en dissuader. Je ne possède toujours pas la totalité de l'armure, hurla Garandor. Mais il t'a menti, ô mon maître. Il n'est pas le cristal vert. Le cristal se trouve toujours sur Vulnia, ô puissant Garandor, lui dit un Croïde. Non, non. S'il a dit vrai, il faut que je le tue. Je ne dois pas me contenter de lui jeter un sort. Je vais retourner lui arracher son cœur. Garandor fut foudroyé. Hymne se tenait à distance. Il venait de l'avoir par surprise. Il le bombardait de tous les objets l'entourant, tout en soutenant son attaque télépathique. Il se concentra et envoya toute son énergie pour réaliser un cristal vert, un diamant vert tranchant, et le projeta de toutes ses forces psychiques dans la tête de Garandor. Celui-ci arracha le joyau d'un geste rageur et le pulvérisa en l'écrasant à la force du poignet. Hymne ne savait plus quoi faire. Il n'en eut pas le temps d'ailleurs. Garandor tendit ses deux mains dans sa direction et lança une formidable concentration d'énergie. Toutes ses forces occultes se déversèrent dans ce trait continu de lumière. Hymne résista un instant par une barrière psychique, mais la barrière craqua. L'énergie le heurta de plein fouet. Il était acculé contre une paroi de montagne. La montagne tremblèrent sous la violence de l'attaque, et tout s'éboula sur Hymne. Des tonnes et des tonnes de roches s'abattirent sur le Vulnien. Le silence aidant, Garandor fut visiblement satisfait de son attaque. Il réduisait à néant tous les espoirs d'un peuple. Au loin, les hommes papillons avaient assisté à la mort de leurs défenseurs. Ils s'apprêtaient désormais à vivre sous la férule des Croïdes. Ils devraient endurer leur cruauté, leurs meurtres gratuits et leurs expériences mutilantes. Le Vulnien reprit conscience. Le coup de Garandor l'avait sonné, mais il était toujours vivant. Par contre, il gisait sous des tonnes de roches, et cette fois-ci, la partie serait trop dure pour ses amis les végétaux. Il se sentait différent, comme ragaillardi malgré cette attaque. Était-il possible d'augmenter ses pouvoirs au fur et à mesure que Garandor usait des siens contre lui?
Il tenta de bouger. Il se releva, sentant que les monceaux de roches ne l'empêchaient pas de se déplacer. Il leva les bras, et l'énergie pure jaillit de ses mains, faisant exploser son tombeau de pierre. Il se retrouva à l'air libre. C'était purement incompréhensible. Il avait voulu se servir de la télékinésie pour bouger les pierres, et c'était de l'énergie pure qui les avait pulvérisées. Il observa son corps. Il était recouvert d'une tunique jaune d'or. Et là, ce fut le déclic. Il incarnait maintenant le héros de la légende des Gériens, couvert d'or. D'où venait ce pouvoir? Comment s'était-il déclenché? Il se souvint alors des quelques derniers mots de son père, le tigre, à l'instant où il était mort. Ouvre ta main et reçois ce dernier cadeau de ma part. La sphère lumineuse échappée de la main du tigre avait volé jusqu'à la sienne pour s'y fondre. Il lui avait transmis son pouvoir, et la décharge énergie de Garandor avait été le détonateur les révélant. Il était devenu le tigre. Il connaissait ses pouvoirs. Il savait les utiliser. Son père lui en avait énormément parlé. Il lui avait tout expliqué. Lui qui croyait que le vieil homme parlait par nostalgie du passé, de ce passé où il était tout puissant. En fait, le tigre le préparait à prendre la lourde succession. Il s'envola, sachant déjà qu'il lui faudrait contrôler son débit d'énergie pour ne pas se retrouver instantanément dans l'espace. Il rejoignit les Djériens toujours cachés dans la forêt. Son arrivée fit sensation. Le Messie! C'est le Messie! Crièrent les Djériens. Non, ce n'est pas vrai, dit Jenny. C'est toi, le cristal vert! Oui, c'est moi, Jenny. Des murmures parcoururent le petit groupe, et Hymne s'expliqua. Vous pensiez que j'étais le Messie que vous attendiez, vous avez raison. Mais je ne le savais pas encore. J'ai hérité de pouvoirs de mon père, les pouvoirs du tigre. Et c'est Garandor qui les a déclenchés en m'attaquant. Qu'est-ce que c'est? Un tigre? Demanda Jenny. Un fauve. Un fauve doté de griffes. Et qu'est-ce que c'est des griffes? Demanda un autre Gérien. Ceci. Hymne sortit ses griffes de lumière. Les Djériens reculèrent tous, sauf Jenny, qui s'approcha de lui. Elle déposa délicatement un baiser sur ses lèvres. Je t'aime, Hymne. Que ce baiser te donne la force de vaincre. Je te promets de revenir, même du royaume des morts s'il le faut. Hymne partit à la recherche de Garandor. Il ne tarda pas à le retrouver, occupé à la destruction d'un village. Hymne fonça. Il savait son corps indestructible. Il s'écrasa sur Garandor, pris par surprise. Le croïde vacilla, trembla sur ses jambes mal assurées. « Mais qui es-tu » trouva-t-il la force de dire. « Le cristal vert. »« Mais c'est impossible, je t'ai vaincu. »« Pour un mort, je suis bien alerte, non ? Eh bien, tu vas mourir pour de vrai, maintenant. » Garandor projeta ses mortels jets d'énergie sur Hymne. Mais celui-ci, grâce à la vitesse de la lumière, évita toutes les attaques. À son tour, il fit feu de toutes ses pièces. Sur le coup, Garandor fut arraché à l'attraction de la planète et dépassa les hautes couches de l'atmosphère. Hymne se lança à sa poursuite. Le feu jaillit de ses mains à plusieurs reprises. Tous les deux s'approchèrent dangereusement d'Antares. Les pouvoirs d'Hymne culminaient. À présent, il attaquait Garandor physiquement et mentalement. La résistance du croïde décroissait au fur et à mesure que la force du tigre augmentait. Hymne se rapprocha de Garandor. Ils entrèrent dans l'étoile. Garandor hurla, mais résista. Brusquement, le tigre de feu sortit d'Hymne. Tel un phénix, il s'empara du corps de Garandor et le déchiqueta à coups de griffes de lumière. Il s'acharna comme le fauve qu'il incarnait. Les débris de l'ex-chef des croïdes finirent par se consumer dans la matière en fusion d'Antares. Hymne repartit sur Jira. Le tigre avait rétracté ses griffes, calmé sa férocité après s'être assuré de la destruction totale du bureau de l'espace. Il avait vengé la mort de milliers d'innocents. En entrant dans l'atmosphère de Jira, il eut comme un frisson. Comment son père avait-il pu contrôler un tel pouvoir, un tel déchaînement de force? Il craignait Garandor, et il l'avait détruit, avec facilité. Était-il plus dangereux? Était-il maudit, comme le fut son père? Il atterrit au milieu des Djériens en liesse. La douce Jenny se jeta dans ses bras. Elle était bien vivante. Il ne l'avait pas perdue. La malédiction du tigre
avait peut-être cessé. Épilogue. Un cri lointain, un cri d'enfant pleurant, ayant besoin d'aide. Un ronronnement, un ronflement comme celui d'un moteur. Une nouvelle attaque d'écroïdes. Le bruit s'amplifiait. La nuit noire régnait dehors. Il se leva d'un bond, prêt à subir l'assaut des troupes de Garandor et à les repousser à l'aide de ses pouvoirs du tigre. Il perdit l'équilibre et s'étala de tout son long. La lumière s'alluma dans la pièce. Une voix lui demanda: « Qu'est-ce que tu fais, Pierrick ?» C'était Mirabel. Il était chez lui. Il venait de vivre un rêve incroyable. Pas de tigre, de vulnia, ni de cristaux, ni même de décharge de produits radioactifs. Un rêve, un stupide cauchemar. Il était Pierrick 120. Il était 3 heures du matin, et il était par terre, les pieds pris dans sa descente de lit. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» lui redemanda Mirabel. « Rien, lui dit-il. J'ai fait un horrible cauchemar. Tu n'entends pas Corentin qui pleure? Tu l'as réveillé. Attends, je vais voir ce qu'il a. » Il sortit dans le couloir et se dirigea dans la chambre de son fils. Il était en larmes. Sûrement un mauvais rêve, lui aussi. Il le prit dans ses bras pour le consoler. Ses pleurs cessèrent aussitôt. Il sourit même. Il le prit sur ses genoux et attrapa un jeu éducatif parlant. Un jeu tout simple où il suffisait d'abaisser la manette pour entendre un disque énoncer l'animal indiqué par la flèche. Il manœuvra la manette plusieurs fois devant les yeux écarquillés de Corentin. Il n'écoutait pas ce que disait le jeu. Il abaissait machinalement la manette. Il avait trop sommeil, il était encore trop tôt. Et demain matin, dans quelques heures, en fait, il partirait. En Normandie. C'était plus sûr que les Pyrénées. « Tigre! Tigre !» fit Corentin en désignant l'animal dessiné sur l'appareil. Ce mot le glaça d'effroi. « Tigre! Tigre !» lui dit-il en le regardant et en souriant. Ce furent ses premiers mots.